Le projet en question, puisque c'est un projet qui s'appelle LIT-WestRL, en fait, LIT-WestRL, c'est l'acronyme de Laboratoire d'innovation territoriale Ouest Territoire d'élevage. Alors, c'est un petit peu long, mais on retrouve bien de quoi on parle et je vais vous détailler un petit peu ça, rien que dans le nom. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est un projet, donc c'est un projet avec une date de début, une date de fin, projet qui est coordonné par l'INRAE, avec un certain nombre de partenaires qu'on va lister tout à l'heure, et avec un certain nombre de financeurs, puisque c'est un projet qui existe parce qu'il a été construit en réponse à un appel à projet lancé par l'État. Et en l'occurrence, c'est pour ça que vous voyez les petits logos sur cette page d'accueil, avec les logos de l'État, et on a les soutiens des 3 régions qui sont Bretagne, Pays de la Loire et Normandie. Donc ça donne le cadre vraiment très, très général. Donc le LIT-WestRL, donc comme je disais, c'est un projet dont l'ambition, c'est écrit en bas à gauche, c'est de concilier ou de réconcilier élevage et société. Donc ça, c'est la version courte de qu'est-ce qu'on fait dans ce qu'on appelle aujourd'hui le LIT-WestRL. En gros, l'intention ou la volonté derrière, au-delà de cette phrase un petit peu courte, c'est de contribuer à co-construire le futur des productions animales. Donc après, on va détailler de quelle production on parle dans notre périmètre, en répondant aux attentes des citoyens et consommateurs, on retrouve le vocabulaire qu'on utilisait tout à l'heure, et au profit des économies territoriales et régionales du Grand Ouest. Le Grand Ouest étant pour nous les 3 régions administratives que j'ai citées tout à l'heure. Et donc là, on voit un petit dessin qui montre justement où est-ce qu'on co-construit, c'est-à-dire entre les consommateurs et les éleveurs principalement. Mais vous avez tous les autres acteurs qui sont cachés en fait dans les petites bulles avec les marchés, la demande, les règles, la rentabilité, l'éthique, la provenance, les prix, les labels, etc. Donc si on regarde le périmètre du LIT-WestRL, donc LIT-WestRL travaille en termes d'espèces sur 3 espèces, bovins, porcs et volailles en particulier, poules pondeuses et poulets de chair. On travaille, quand on parle de l'élevage, à 3 stades, aux 3 stades de l'élevage, du transport et de l'abattage, les stades où les animaux sont vivants, ou bientôt morts, ou morts. Les 3 priorités, c'est le bien-être animal, la santé des animaux, en fait très exactement la réduction de l'usage des intrants médicamenteux, tout en maintenant évidemment la santé des animaux et les conditions de travail des travailleurs aux 3 stades, élevage, transport et abattage. Les 3 territoires, je vous les ai donnés. Donc il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, le partenariat dans le cadre du LIT est très ouvert. C'est l'intention, justement, c'est d'avoir, on le verra après, mais tous les maillons de la chaîne depuis la production, donc les éleveurs, les organismes de production, jusqu'à la commercialisation avec des distributeurs, en incluant aussi les politiques, les citoyens, les associations de protection animale, les vétérinaires, et puis j'en passe parce qu'on rentrera dans les détails, mais en tout cas, c'est vraiment ça l'intention du LIT-WestRL, c'est de fédérer l'ensemble des parties prenantes, comme on dit dans le jargon, ou des acteurs qui sont concernés par l'élevage, du début à la fin, ou de la fourche à la fourchette, on peut appeler ça comme on veut. Donc le programme Territoire d'innovation, donc je vous ai dit que c'était un projet, donc c'est le point du milieu là, ici vert, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une capacité d'investissement, on va passer très rapidement dessus dans les entreprises, en gros l'État et d'autres acteurs permettent de mettre du capital dans des entreprises, peu importe, à ce stade-là je pense qu'on n'en parlera pas beaucoup, c'est aussi une association, donc là ça mérite de faire une petite parenthèse rapide, en fait le projet qui s'appelle LIT-WestRL, il a une quinzaine de partenaires qui mènent un certain nombre d'opérations qu'on détaillera après. Et parmi ces partenaires, il y a une association qui réalise aussi un certain nombre d'opérations, mais avec un partenariat plus large que le projet lui-même. Alors, je vous ai probablement pas perdu, mais bon, voilà, ça commence à faire un peu la tringlerie en termes d'organisation. Ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que pour réaliser un certain nombre d'opérations, on va dire, d'intérêt collectif, ou qui n'a pas d'intérêt économique pour les acteurs économiques, ni d'intérêt de recherche pour les acteurs de recherche, ni etc. Donc l'intérêt vraiment collectif. Eh bien, ces actions-là, comme il y avait entre guillemets personne pour les porter, on les a mises dans une boîte qu'on a créée spécifiquement pour le projet, qu'on a mis sous forme d'une association. Donc l'association réalise un certain nombre d'opérations. Et parmi les opérations, justement, il y a cette question de
structurer, faire vivre, renseigner, je ne sais pas comment dire exactement, puis on le verra au fur et à mesure, la relation entre élevage et société. C'est à cet endroit-là essentiellement que ça se passe. Voilà. Et donc, en dehors du programme territoire d'innovation, donc c'est le territoire d'innovation, c'est le programme qui nous finance. Il y a d'autres projets et on est inséré dans d'autres réseaux. Et surtout, et là, ça va me permettre de répondre à David tout à l'heure, on travaille selon la notion de Living Lab. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Living Lab? En fait, Living Lab, c'est une notion qui est pas très récente, hein, puisque ça doit faire une trentaine d'années que ce mode de fonctionnement existe dans la logique innovation. C'est de dire que plutôt que d'imposer que ce soit un cahier des charges ou un produit à ses utilisateurs, en fait, on va co-construire, c'est-à-dire qu'on va prendre contact à différents processus du développement de la solution en question avec les potentiels utilisateurs et les politiques publiques. Donc en gros, c'est ce qu'on appelle, nous, on n'impose pas, on co-construit. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va réfléchir à quelque chose, que ce soit une technologie, une technique, une organisation, un système d'étiquetage ou je ne sais pas quoi d'autre, on va interagir avec l'ensemble des acteurs concernés, on va imposer ça à personne. Donc ça va certainement générer plutôt du compromis ou du consensus euh, autour des décisions qui pourront être prises. Est-ce que c'est clair à ce stade-là pour le périmètre général et les définitions qu'on utilise? N'hésitez pas à poser des questions maintenant, enfin je pense là, en tout cas pour bien comprendre le périmètre, hein, même si on a un temps d'échange après. Oui, oui, c'est bon. OK. Donc le partenariat élargi, hein, je vous la fais très bref. Donc les membres fondateurs de coopératives Reden et Terrena, c'était Triskalia au départ, hein, dans le Grand Ouest, enfin Finistère, mais qui est devenu Reden depuis, et puis INRAE pour la partie recherche. Donc on a des membres publics de droit, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et après les membres adhérents, vous avez toute la liste là. Sans rentrer dans le détail des logos, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a recherche appliquée avec les instituts techniques, il y a les chambres d'agriculture des territoires, il y a des vétérinaires, des lycées agricoles, l'enseignement supérieur, il y a des sociétés qui sont, on va dire, organismes de production jusqu'à la transformation, il y a des sociétés qui apportent des produits au service de la production, etc. Il y a les abattoirs, il y a la distribution. Il y a des associations de protection animale et puis il y a des associations qu'on appelle autres, par exemple Bleu Blanc Cœur, ou Silapor, le syndicat des productions porcines, pour en citer quelques-uns. Voilà le périmètre, et en fait, c'est ce périmètre-là, en termes d'acteurs, qui est à l'image de cette volonté de co-construire, qui est le maillon constitutif de ce que doit être un living lab ou un laboratoire d'innovation territoriale dans sa définition, entre guillemets, académique. Voilà, en gros, comment est-ce qu'on fonctionne? Donc, je vous ai dit que c'était un projet, mais en fait, c'est à l'intérieur de ce projet-là, il y a des sous-projets, il y en a une quarantaine. Donc, une place importante dédiée à la co-construction, ça c'est ce que je vous ai dit aussi, avec l'ensemble des parties prenantes. Donc, je vous les ai listées tout à l'heure, pardon, excusez-moi. Et on a une façon de travailler qui est de dire que on n'a pas un processus de travail linéaire, mais on a un processus de méthode, enfin, un processus de travail, pardon, une méthode de travail qui est itérative, parce que les modalités de consultation font que on ne peut pas forcément toujours consulter tout le monde en même temps, et que quand on a consulté une partie, que l'autre partie apporte une réponse, eh bien, en fait, on peut se retrouver avec des processus de essai-erreur ou d'ajustement. C'est ça qui génère, on va dire, une mécanique assez simple, qui est le petit rond qu'on voit en bas, hein, voilà. C'est-à-dire que c'est itératif. Alors concrètement, de quoi on parle très exactement? Nous, l'intention, c'est de transformer un critère qui est tendance ou qui a tendance à être controverse, à savoir le bien-être des animaux, en un paramètre qui va générer de la valeur pour l'ensemble des acteurs, que ce soit de la valeur pour les éleveurs en termes de conditions de travail ou de moindres difficultés de santé ou de valorisation de leurs produits ou d'attractivité du métier, pour les acteurs intermédiaires aussi, et jusqu'au citoyen, au consommateur, qui va, j'allais dire, avoir des réponses à ses attentes en termes de citoyen sur les produits qu'il peut avoir au choix dans les magasins. Donc le sujet, c'est bien ça, transformer ce critère bien-être animal, qui peut être un sujet de controverse, en un sujet ou en un axe créateur de valeur. Et donc le premier point qu'il y a évidemment, c'est de définir ce qu'est le bien-être animal.
On en entend parler partout, beaucoup, quand on est dans le secteur. Personne n'a la même définition. Et donc, nous, le premier point qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle ici plan de progrès guidé par des référentiels techniques. La première chose qu'on a faite entre nous, c'est-à-dire les acteurs qui sont présents tout à l'heure, avec la recherche des éleveurs, etc., je ne vais pas tout relister, on s'est donné une définition de ce que peut être le bien-être des animaux, et en particulier, on a fait ça pour les poulets de chair et pour les porcs. Et on va travailler sur les autres espèces petit à petit. Donc, c'est une définition qui est le résultat d'un consensus, après de plus ou moins longues discussions, à base d'un certain nombre de critères, dont certains sont des obligations de moyens, par exemple des densités, ou des obligations de résultats, par exemple des taux de mortalité, pour illustrer, quoi. Voilà. À partir de cette définition commune, en fait, ça nous permet collectivement d'identifier en fait des freins et des priorités d'action. Et donc typiquement, là, on parle de plan de progrès ou de référentiel technique. Ces ensembles de critères-là, ils sont classés en 5 catégories ou 5 niveaux, avec des niveaux croissants d'exigence en termes de bien-être animal, qui sont accessibles à tous, c'est-à-dire que la première marche, c'est de la production standard au sens proche de la réglementation, avec quelques petites améliorations de bonnes pratiques, jusqu'au niveau A, qui va être considéré comme le niveau le plus exigeant en termes de bien-être animal. Et en fait, les niveaux, si on imagine que les 5 niveaux, ce sont des marches, voilà, on peut monter un certain nombre de marches en transformant ces pratiques. Par contre, toutes les marches ne font pas la même hauteur, je vais dire ça comme ça. La même hauteur en termes de, j'allais dire, de modification de pratique, on va dire c'est le premier point. Le deuxième, c'est en investissement. Et le troisième, c'est est-ce qu'on a la connaissance, est-ce qu'on a les retours, est-ce qu'on a l'expérience sur le passage de la marche ou pas, quoi. Voilà. Et donc, en fait, c'est ça qu'on analyse aussi quand on a constitué ce référentiel technique qui définit le bien-être animal et un potentiel progrès. C'est de dire, bah, si on veut progresser, les freins, c'est ça. Et donc, les freins, ce sont nos priorités à nous, nos sens collectifs. On est là pour essayer de lever les freins. Les freins peuvent être de toute nature, c'est-à-dire techniques, financiers, et aussi de dire, comme on avait commencé à l'aborder tout à l'heure, sociétal, au sens le citoyen veut un truc et le consommateur fait autre chose. Comment est-ce qu'on arrive à contribuer à harmoniser le comportement déclaré des citoyens et le comportement réel des citoyens qui deviennent des consommateurs? Ça devient des freins. Voilà. Enfin, c'est pour nous un des freins, et donc c'est un des sujets sur lesquels on travaille. Tout ça génère un portefeuille de projets, donc j'ai commencé à illustrer, qui nous permet, dont l'intention est d'essayer de répondre à ces freins-là. Et tout ça, évidemment, nous, on est financé, vous l'avez vu quand même, de façon significative par des financements publics, qui représentent, significatif, c'est un peu plus de la moitié de nos financements qui sont publics, l'autre partie est en privé. On se doit donc de donner une grande visibilité à nos résultats, et c'est ce qu'on fait au travers de nos participations, aujourd'hui par exemple, voilà, sur la méthodologie, mais au travers de nos participations, peu importe, on ne va pas rentrer dans le détail de ce qu'on peut faire dans l'année, et au travers du site web aussi qu'on a, sur lequel vous pouvez retrouver l'ensemble de nos publications. Est-ce que c'est clair à ce stade-là, ou est-ce que vous avez des questions de compréhension? Pour moi, c'est bon. Comme je ne vois pas les visages, je vois que ma présentation, je ne peux pas me fier à vos réactions, donc je vais continuer. Alors après, là, c'est pour vous donner un petit peu une vision d'ensemble de comment est-ce qu'on a rangé, entre guillemets, les 40 projets dont il est question. Autour de cette ambition qu'on appelle réconcilier élevage et société, je pense que vous avez compris un peu l'idée qu'il y avait derrière, en fait, on a organisé nos actions dans des sous-actions ou des sous-axes, on appelle ça un peu comme on veut. On a mis des étiquettes pour essayer de bien comprendre comment les choses s'articulent, en fait. Une de nos actions, un bloc d'action consiste à faire en sorte que les citoyens connaissent mieux le monde de l'élevage. Ça, c'est un de nos premiers axes. Le deuxième axe, c'est de faire en sorte que les professionnels puissent s'engager dans des démarches de progrès. Le troisième axe, c'est de faire en sorte que les verrous scientifiques et techniques soient levés. Le quatrième, c'est de faire en sorte que le bien-être animal, on a vu que c'était un critère qui était prépondérant dans le cadre du lead to STRL, avec ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, mais qu'il s'opère ou qu'il s'insère dans les modes de production, transport et abattage, sans le faire au détriment des autres critères de performance.
ce qu'on appelle nous les analyses multicritères, mais OK pour faire du bien-être animal, sans dégrader évidemment les conditions de travail, les performances économiques, les performances sanitaires, etc. Et le dernier point, c'est de contribuer à ce que les marchés puissent être porteurs de débouchés pour des produits avec un bien-être animal augmenté. Donc on voit bien le périmètre d'intervention où on parle aux citoyens quand ils sont citoyens, c'est-à-dire quand ils peuvent se prononcer soit de façon directe par leurs actions militantes ou autres, soit par leur façon de voter et donc leur représentation dans les collectivités. On parle aux professionnels à l'ensemble de la chaîne de valeur, en termes de production, depuis l'élevage jusqu'à l'abattage, pour parler non seulement d'un engagement dans une démarche de progrès, donc là on est sur le domaine de l'organisation, on va dire ça comme ça, mais donc dans le violet, mais aussi sur la partie technique, scientifique et technique avec le orange, en se disant c'est bien beau de parler du bien-être animal, mais il faut quand même pas dégrader le reste aussi, et en particulier les conditions de travail. Hein. Vous avez probablement retenu que c'était un de nos 3 axes de travail, amélioration des conditions de travail aussi. Tout ça pour arriver au dernier point, là en tout cas, qui est de dire, et puis on parle avec le consommateur, et donc le marché, mais aussi les intermédiaires, à savoir la distribution. Voilà le périmètre d'intervention. Là, c'est théorique, ça vous permet de voir qu'est-ce qu'on fait, dans quel objectif, avec qui on le fait, selon quelle méthodologie ou selon quelle façon de faire, qui est la fameuse co-construction ou ouverture au dialogue, on appelle ça comme on veut, et comment est-ce qu'on a, on va dire, emboîté notre raisonnement pour contribuer à répondre à cette question-là. Alors après, on rentre dans des sous-ensembles d'actions que je ne vais pas détailler là, parce que sinon je vais manger tout le temps que j'ai. Ce que je vous propose de faire, sauf si vous avez des questions, a priori pas, c'est d'illustrer quelques-unes de nos actions qu'on peut faire, et en particulier dans le point que m'a demandé Franz, c'était de dire comment est-ce que le Lit-OSTRL parle à ce que chez vous, vous aviez appelé jusque-là la société civile et que nous, donc, on appelle citoyens et ou consommateurs. On avait commencé le débat tout à l'heure, qu'on pourra prolonger tout à l'heure. Donc, une des actions qu'on a menées, hein, c'est d'aller à la rencontre des citoyens dans différentes configurations. Donc, on est allé sur des marchés, on a fait des conférences débats dans les territoires, on a fait des ateliers de sensibilisation ou des ateliers de co-construction. Alors, atelier de sensibilisation, en gros, c'est on n'est pas trop dans l'interaction, c'est-à-dire qu'on apporte des informations, des connaissances, et co-construction, on fait participer le citoyen à une réflexion globale. Avec l'idée, c'est d'aller à la rencontre de ces citoyens pour être dans une sorte ou une logique de concertation, et en particulier dans l'objectif d'explorer leur représentation de l'élevage. Pourquoi faire ça? Parce que on a identifié, mais je pense que vous êtes encore plus sensible que moi à ça, on a identifié en particulier chez les décideurs un biais dans les prises de décision, en particulier publiques et chez les grandes entreprises, que sont les médias. Et en fait, il y a un effet grossissant d'un certain nombre de choses dans les médias qu'on voulait tester auprès des citoyens, au sens le commun des mortels qui habitent à côté de chez nous, quoi, si je fais très simple. Et donc, ce qu'on a fait, c'est on est allé voir les citoyens en leur parlant directement pour comprendre ce qu'ils ont en tête, y compris par l'intermédiaire des éleveurs qui, pour certains, sont déjà aussi en contact avec les citoyens quand ils font des ventes directes ou des ouvertures de leurs exploitations, ou peu importe les modalités. Et c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, plutôt que de laisser les médias parler aux décideurs. Voilà. Et donc, si on fait une très rapide synthèse, parce qu'évidemment, là, j'ai mis les 2 points principaux dans cette diapositive, mais si on fait un rapide diagnostic ou une synthèse de ces travaux-là, c'est le premier, c'est le lien un peu rompu, voire on met ténu, mais un peu rompu, entre le milieu agricole et le milieu non agricole, en termes de connaissances, de quotidien, de compréhension mutuelle, ça marche dans les 2 sens. Et quand on parle aux citoyens, quand il parle par exemple du bien-être animal, en fait pour lui le bien-être animal c'est un avatar ou c'est l'incarnation, ou c'est le critère principal d'une envie de citoyen qui est très fortement exprimée quand il est question d'élevage et ou de vivant en général, c'est le regard critique eu égard à ce qu'on appelle l'industrialisation du vivant, c'est-à-dire d'appliquer des modes de production ou des logiques de production semblables
à celles qu'on peut avoir dans l'industrie, peu importe, automobile, pour du vivant. Standardisation, cadence, etc. C'est le critère principal de critique de la société. Voilà en gros ce que... Alors là, évidemment, c'est de façon très synthétique, mais c'est l'ambition de ce type d'action, d'aller parler aux citoyens, et on a parlé à des centaines de personnes, hein, voilà, dans des configurations différentes, pour apporter une représentation de ce critère bien-être animal à nos membres, et en particulier aux organismes de production, et donc à leurs éleveurs, aux politiques publiques, et aux scientifiques aussi. Un autre point aussi, ou une autre façon qu'on a eu de travailler, c'était de faire des rencontres hors sol, c'est-à-dire dans un endroit entre guillemets neutre. On n'est pas dans un élevage, on n'est pas dans une chambre d'agriculture, on n'est pas sur un marché, on n'est pas dans un magasin. On est dans une salle dédiée où on fait se rencontrer des éleveurs et des citoyens pour mieux explorer justement les différences cognitives, je vais appeler ça comme ça, mais en tout cas les différences de perception des uns et des autres. Et de voir comment, en mettant en dialogue ces deux pôles, en fait, production, consommation, où citoyens et éleveurs-citoyens, voilà, peuvent se rencontrer. Et on en a fait une analyse qui est à la fois sensible, avec le comportement sensible au sens comment est-ce que les individus se sont comportés les uns face aux autres dans des configurations différentes, et sur comment est-ce que les uns et les autres peuvent répondre directement à la distance, ou peuvent combler eux-mêmes la distance qu'il peut y avoir entre eux, ou comment à certains endroits, en fait, ils se retrouvent avec des questions qui sont en commun et pour lesquelles, en fait, ils n'ont pas les réponses et pour lesquelles on se saisit, nous, de ces questions-là pour essayer d'apporter des réponses. Et donc, en gros, je ne vais pas rentrer dans tous les détails non plus parce que sinon ça va être beaucoup trop long, mais typiquement, il y avait donc un manque de repères sur l'objectivation de ce que peut être le bien-être animal, ce qui nous conduit à faire des référentiels, une envie aux éleveurs de mieux montrer leur métier, c'est-à-dire en gros ce que ça faisait, on va dire un des éléments majeurs ou clés qui ressortait, c'est de dire qu'aujourd'hui, des efforts sur le bien-être animal, en tout cas au moins les éleveurs qui étaient présents à chaque fois, ils en font, mais par contre ils ont l'impression que c'est invisible. Et donc, même si c'est eux qui le disent, hein, même si on peut toujours faire mieux, déjà de constater le déjà fait, ce serait pas mal. Donc, c'est reconnaissance, hein, tout simplement. Et donc là, ça se traduisait pour nous en une envie des éleveurs qu'on avait de mieux montrer leur métier. Et c'est ce qui nous a conduit derrière à travailler sur un accompagnement à l'ouverture de fermes au public qui n'ont jamais reçu de public et dont la vocation n'est pas de faire ça de façon régulière, c'est-à-dire que ce ne sont pas des fermes qui sont dans des réseaux comme Bienvenue à la ferme par chez nous, ou qui sont des fermes pédagogiques, mais, ni des fermes qui sont ouvertes au public avec comment dire, le magasin à la ferme, voilà. Mais c'est de donner la possibilité à des éleveurs qui feront ça peut-être une fois ou deux fois dans l'année, de recevoir des citoyens, habitants, des voisins, etc., pour que les voisins ou les habitants du territoire puissent être reçus dans des conditions attractives et confortables pour l'éleveur et pédagogiques pour les personnes qui viennent. Et donc ça, c'est un des résultats typiquement de ces rencontres. Et donc, c'est ce que ce que je vous dis là, ce que je viens de vous dire là, c'est ce qui est écrit dans cette diapositive, que je ne vais pas redétailler, puisque c'était bien ce qu'on vient de se dire là. Alors après ça, je passe rapidement dessus aussi, mais ce qu'on fait, c'est qu'on apporte des connaissances à des citoyens, en s'appuyant sur des connaissances académiques, hein, voilà, pour essayer de voir comment, à partir de ce constat de mes connaissances, on peut renforcer leurs connaissances, évidemment, voilà, et de voir surtout quels effets ou quels impacts ça peut avoir sur leur représentation de l'élevage et sur leurs intentions de consommation. On ne va pas vérifier qu'ils vont faire ce qu'ils disent, mais au moins, ben, dans le monde paysan, on peut dire ça, est-ce que ça plante une petite graine dans leur esprit? Toujours dans la même idée ou dans la même volonté, c'est de contribuer à faire en sorte que les discours et les actes soient de plus en plus alignés, euh, côté citoyen, au sens large, et côté consommateur. Voilà. Alors ça, c'est encore un autre sujet
enfin, c'est un autre sujet qui est sur un autre axe, là, donc on avait balayé la sensibilisation. Là, c'est sur la partie des professionnels. En fait, pour nous, c'est un point important, évidemment, vous l'avez compris, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on va ou on ne va pas dans des démarches de progrès en termes de bien-être animal. Et donc, nous, on essaie, là, c'est en cours, hein, donc je ne peux pas vous donner de conclusion, mais on essaie de comprendre au travers de tout un tas de petits outils, de méthodes, de rencontres, d'enquêtes, parler avec les gens, en fait, tout simplement, les gens au sens les éleveurs, mais pas que, les techniciens, les vétérinaires, les organismes de production, même la distribution, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que on peut s'engager ou pas dans des démarches de progrès. Alors ça, c'est un point, c'est action à venir, mais en fait, on l'a démarré depuis que j'avais fait le diaporama, je ne l'ai pas réactualisé, mais ce n'est pas très important. On a démarré ce travail-là qui est de voir, et on fait ça avec un GI2E bovin, enfin on fait même ça avec 2 GI2E bovins, un en Pays de la Loire et un en Bretagne. Donc c'est pas du tout illustré par l'image là qui est porcine, mais parce que quand on avait préparé, on n'était pas sûr de partir avec les bovins, mais peu importe. De toute façon, il faudra qu'on le fasse sur toutes les espèces. C'est de se dire, essayons de mieux préciser avec les mots des éleveurs et avec leurs ressentis et avec leur bilan technique et économique, de comprendre si le bien-être animal est un facteur qui améliore ou détériore les conditions de travail et de comprendre, parmi toutes les pratiques de bien-être animal, lesquelles sont à tendance positive, je vais dire ça comme ça, parce que chez certains, ça peut contribuer, d'autres dégrader, et comprendre celles qui sont à tendance négative pour une raison qui est assez simple, évidemment, c'est de faire en sorte que dans les référentiels, on ne mette pas des pratiques, ou on évite de mettre des pratiques qui dégradent les conditions de travail, ou qu'on fasse en sorte de travailler à ce que ces pratiques qui soient proposées, on trouve les moyens de faire en sorte que ça ne dégrade pas les conditions de travail. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà. Un autre point aussi, ça je vais le passer très rapidement, on a identifié sur le terrain et dans la connaissance au sens général, la littérature grise, comme on dit, hein, voilà, ce qu'on appelle des innovations chez nous. Alors les innovations, c'est un terme un peu large, mais en tout cas des pratiques qui sont favorables au bien-être animal. Et on les a faites décrire par des éleveurs qui nous expliquent le contexte dans lequel elles sont appliquées et qui nous fassent une sorte d'évaluation bénéfices, risques, intérêts, etc. Et on a mis tout ça à disposition dans une librairie web, peu importe, mais surtout ce qu'on fait, c'est qu'à partir de ces 200 innovations, on crée des petites animations, c'est des webinaires ou des visites à la ferme, où les éleveurs parlent aux éleveurs. En gros, ça veut dire, ça peut permettre aux éleveurs qui, en général, je ne sais pas comment vous travaillez parce que je ne vous connais pas, mais au moins ceux avec lesquels on interagit, la quasi-totalité des éleveurs sont déjà insérés dans des réseaux, c'est-à-dire que vous parlez à vos pairs, évidemment, mais les réseaux, ils sont comme tout réseau, c'est-à-dire qu'ils ont une bordure. Et nous, ce qu'on a tendance à faire, en fait, c'est de permettre à des réseaux de se reparler. Voilà. Bon, plein d'autres acteurs font ça, mais nous, on le fait spécifiquement avec une méthodologie spécifique qui est en gros avec le logo ou le sigle, les éleveurs parlent aux éleveurs. Voilà. Bon, c'est notre façon de contribuer à ce que, voilà, c'est le point d'après, à ce que ce qu'on vectorise, en fait, des connaissances d'éleveurs vers des éleveurs et qu'on ne soit pas, je vais dire ça comme ça, l'INRA ou la société ou d'autres qui viennent dire aux professionnels ce qu'ils doivent faire. On n'est évidemment pas dans cet esprit-là. Dernier point, parce que je pense que je vais m'arrêter là après. Donc, on a travaillé sur, je vous ai parlé des citoyens au sens non éleveur. On a parlé des professionnels de l'élevage. Là, on va regarder les consommateurs dans les axes de travail. Donc, je ne vous passe pas toute la partie technique, etc. Hein, voilà. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une étude des comportements de consommation de produits carnés. On a fait une étude à la fois qualitative et quantitative. Alors, quand on dit qualitative, c'est d'aller parler à des personnes qui sont non représentatives, mais avec lesquelles on va aller faire une démarche qu'on appelle d'ethnographie, c'est-à-dire qu'on va passer du temps avec eux, on va ouvrir leur frigo, on va faire les courses avec eux. Donc, on n'est pas sur du théorique, même s'il y a des biais, évidemment, mais on maîtrise un peu les biais. Donc l'idée, c'est d'aller comprendre les comportements de consommation d'un certain nombre d'individus et d'en tirer en fait des grandes tendances
qu'on va après, des grandes tendances de comportement de consommation en termes de motivation, de frein, d'actes d'achat, de perception des produits, etc. Et ça va nous permettre en fait d'identifier des grands blocs de tendances qu'on va aller préciser de façon quantitative, c'est-à-dire en se rapprochant d'échantillons, en utilisant d'ailleurs des échantillons qui sont représentatifs de la population française. Et en fait, ça nous permet de renseigner, première chose, nos membres à partir de connaissances sur qu'est-ce qu'un comportement de consommation ou qu'est-ce qui génère des comportements de consommation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'étude qualitative nous a permis de cartographier les consommateurs et leur comportement en termes de critères d'achat bien-être animal et surtout de comprendre en fait les imaginaires et les valeurs qu'il y a derrière leurs déclarations et leurs achats. Tout ça derrière pour en fait permettre soit de valoriser les produits, soit de générer des segments de marché et dans tous les cas de prendre des décisions pour les décideurs qui sont autour de la table chez nous. Et donc l'enquête d'octobre 2023 a été lancée et elle est même livrée. Et donc ça nous a permis en fait d'apprécier dans la population française qui consomme déjà ou pas sur le critère bien-être animal et comment est-ce que tout ça peut évoluer et comment est-ce que tout ça est caractérisé. Voilà, comme ça, vous avez une dernière diapositive qui vous montre l'ensemble des projets. Donc, comment est-ce qu'on a cartographié, comment est-ce que les projets sont dépendants ou interdépendants les uns avec les autres sur les 5 grands axes que je vous avais présentés, donc les 5 grandes couleurs que je vous avais présentées au départ. Et ceci conclut ma présentation.